la Game Jam, l'hackathon du jeu vidéo. Je vais commencer par vous donner un peu le but de la présentation, pour que vous puissiez savoir tout de suite si vous voulez partir. By the way, j'aimerais dire merci. Vous êtes quand même très très nombreux, surtout pour un 16h. Je sais que c'est pas toujours simple de rester réveillé jusqu'à cette heure-ci pendant les conférences. Donc merci beaucoup d'être présents. Je vais faire du mieux que je peux pour vous garder réveillés. Donc le but de la présentation aujourd'hui, c'est assez simple. Vous expliquer le concept d'une jam, vous donner tous les outils pour que vous puissiez passer un bon moment durant la dite jam, et vous donner envie, bien sûr, de venir participer à la prochaine qui sera incessamment sous peu. Donc, je me présente, Simon Bédard, version couleur de mon profil LinkedIn. Donc, Canadien, pour ceux qui n'étaient pas encore sûrs de l'accent, en France depuis 2015. Ingénieur logiciel chez Envivo, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué au niveau des slides. Et développeur de jeux vidéo dans mes temps libres. Ça va un peu de soi, j'ai envie de dire, avec la présentation. Et professeur d'arts martiaux, parce que j'aime le dire, puis qu'il me fallait un 4e point. OK, donc Envivo, je présente vite fait, voilà, on est une boîte qui vient de s'installer sur Bordeaux, principalement en Paris, ils font de la finance, ici ils ont commencé à faire un peu plus, bon voilà, c'était la présentation obligatoire. Je suis actuellement Event Manager pour Flat 226. Pour ceux qui ne connaissent pas, Flat 226, en gros, c'est une association qui a pour but de rejoindre l'industrie et les étudiants, donc de leur présenter des stages, de leur donner des opportunités, de voir un peu comment ça fonctionne l'univers du jeu vidéo. Et donc, on organise des Game Jam à cet effet-là. La première officielle, je tiens à dire, s'est faite en 2015. Moi, j'ai rejoint en 2016, une année après être arrivé en France. Et je suis un des organisateurs de la Jamming Assembly qui a eu lieu le week-end dernier et qui fut, théoriquement, si les chiffres sont exacts, ça reste à confirmer, la plus grande jam de France. Donc, on était 230 participants, plus ou moins. Oui, non, mais merci. Ça n'a pas été simple, mais on l'a fait. Et du coup, voilà. Donc, je m'y connais un peu en Game Jam. Ce n'est pas ma première. J'en ai fait quelques-unes. Et donc, voilà. Donc, la Jamming Assembly, que je vous montre quelques photos pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà, on a même fait des énormes trophées qu'on a fait faire par un artisan bordelais. Oups, j'ai peut-être cliqué un peu trop vite. Donner un peu une idée de l'ambiance qu'il y a eu durant les présentations. Donc, voilà, c'était juste un petit montage photo pour vous expliquer un peu le feeling qu'il y a eu. Et ça, c'est l'exemple parfait d'une situation de jam. Donc, je crois que plus vous regardez cette photo-là, plus vous pouvez apprécier les détails. Je vous donne les liens vers tout ça vers la fin de la présentation. Donc, voilà. Donc, une game jam, c'est quoi? Parce que j'en parle beaucoup et je ne l'ai toujours pas expliqué. Alors, c'est très, 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 très simple. On vous met dans un bâtiment avec du Wi-Fi. On vous donne un thème. On vous donne 48 heures. Et vous faites un jeu qui, on l'espère, fonctionne. Je l'ai mis entre guillemets, c'est optionnel. Ok, la quatrième partie, ce n'est pas toujours réussi. Par expérience, on a à peu près un taux de réussite de 80%, en sachant qu'il y a des élèves, qu'il y a des gens que c'est la première fois. C'est quand même relativement élevé, mais voilà, ce n'est pas garanti que ça fonctionne. Avec un peu de chance, avec mon aide aujourd'hui, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc, est-ce que c'est possible au final? Donc, je viens de vous le dire, c'est 80% de taux de réussite. Donc effectivement, avec une bonne grosse dose d'amour et du café, c'est parfaitement possible. Écoutez, tous les jeux qui sont là, c'est des jeux qui ont été produits en 48 heures ce week-end dernier. Donc c'est tout frais, c'est tout fait. Ils sont testables d'ailleurs sur un site web que je vous donnerai bien sûr à la fin. Donc voilà, c'est absolument possible. Je sais que normalement on s'imagine qu'un jeu vidéo, ça se fait en 3 ans avec des professionnels qui travaillent beaucoup trop d'heures. En 48 heures, avec très peu de sommeil, c'est également possible de faire au moins une petite démo, un petit squelette, une petite base. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui est inaccessible. Ça prend le minimum de préparation. Je vous avouerai que voilà, si vous avez utilisé un ordinateur, vous n'êtes pas nécessairement prêt à faire une game jam, mais il n'y a pas beaucoup d'étapes entre, en fait. Donc, les essentiels, des connaissances de base, comme je suis en train de vous expliquer, un ordinateur, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué de coder. Un week-end, je sais que c'est un luxe pour certains d'entre vous, mais c'est assez nécessaire. Un lundi de congé, parce que croyez-moi que vous allez en avoir besoin. Et une envie d'en découdre, parce que la plupart du temps, voilà, c'est quand même 48 heures, c'est quand même intense. Moi, la dernière Game Jam, j'ai dormi approximativement 10 heures dans les 48 heures, dont 2 heures par terre, parce qu'il restait plus de matelas et que voilà. Donc voilà, c'est un peu violent. Si vous vous préparez, ça peut être un peu plus calme, mais il faut quand même avoir envie de se présenter. Donc, un lexique en 5 minutes, parce que je vais utiliser beaucoup de termes. Donc, très, très vite fait pour de la 2D, pour du général et pour du 3D. Vous inquiétez pas, on y revient. Donc, au niveau des termes généraux dans l'univers du jeu vidéo, juste parce que j'assume que la plupart d'entre vous viennent de l'informatique de gestion ou dans ces environs-là et ne sont donc pas nécessairement familiers avec tous les noms qu'on va utiliser dans le jeu vidéo. Une asset,
Techniquement, c'est n'importe quel art qui sera intégré au jeu. Donc, c'est un terme très, 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 très large, mais qui est extrêmement utilisé. Donc, voilà, tout ça, c'est des assets, c'est des assets, c'est des assets, c'est des assets. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, une UI, ça, j'étais pas 100% sûr que tout le monde serait à l'aise avec ça. Donc, une user interface, je sais qu'on l'utilise un petit peu aussi, tout dépendamment des sites web. Donc, on parle d'une interface utilisateur, ce qu'on présente aux joueurs pour qu'ils puissent interagir avec le jeu. Donc, normalement, ça va être n'importe quel bouton, ça va être n'importe quel lien, n'importe quelle barre de vie, n'importe quelle microtransaction, quoi que ce soit. Et ensuite, une pipeline. Donc, je vous donne l'exemple à ne pas prendre. Une pipeline, en fait, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on prend un dessin qu'on peut le mettre dans un jeu vidéo tout de suite. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes entre le fait de dessiner, le fait de faire son modèle 3D et le fait de le rentrer dans un jeu. Ce concept-là, ces logiciels-là, ces étapes-là, ça s'appelle une pipeline. Je vais vous donner 2-3 exemples en 3D. Je pense que ça va être un peu plus clair par la suite. Donc, l'excès 3D, je rappelle, c'est très, très sommaire. Hein. C'est une présentation qui n'est pas si longue que ça. Donc, on fait ça assez large. Une UV map, c'est ce qu'on appelle l'image en 2D représentant la texture de notre modèle 3D. Donc, oui, là, je sais, ça fait beaucoup de mots. Pour vous donner une idée, en fait, c'est de convertir ça en petits carrés, ici, pour être capable de dessiner dessus. C'est pas tous les logiciels qui vont accepter le fait qu'on dessine directement sur la 3D. C'est un peu awkward. Essayez de vous imaginer dessiner sur un modèle 3D à partir d'un écran 2D. Ça ne se fait pas exactement. Donc, on déploie ce qu'on appelle une UV map. Donc, ça, il faut le considérer quand on fait son modèle 3D. Et rigged, c'est ce qu'on va dire quand un modèle a un squelette et normalement 2-3 animations. Donc, ce n'est pas parce qu'un modèle est fait. Donc, si vous faites un magnifique modèle 3D dans Blender, que vous dites « Ah, c'est parfait, je vais le rentrer dans mon jeu vidéo », il reste encore à déployer son UV map, à dessiner sur son UV map, à lui rajouter un squelette, à lui rajouter des angles sur un squelette. Donc, voilà. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un expert en 3D pour faire une game jam. Okay? La plupart d'entre vous, j'assume que vous êtes des développeurs. Juste de comprendre que ça existe et que ce n'est pas magique, ça vous met déjà au-dessus de 50% des gens, OK? Pour vous donner aussi un lexique en 2D très, 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 très simple, un sprite, c'est encore une fois un terme qui est assez large. Techniquement, n'importe quelle image 2D dessinable. En pratique, ça va surtout être un élément qui se déplace dans l'écran. Donc, on va souvent faire référence à une animation. Donc ça, techniquement, tout seul, c'est un sprite. Si je parle de texture Atlas, on va parler d'une grande image composée de plusieurs petites sous-images pour une question d'optimisation. Donc, en gros, mon animation, je ne m'amuse pas à y insérer une image, une image, une image, une image. Pour le processeur, c'est un peu long. Il préfère aller chercher une seule image et la découper par la suite. Donc, par exemple, cette longue image-là représente une animation. Et quand je la colle tout ensemble, voilà, ça fait un petit personnage qui court. Donc, juste de comprendre la différence entre un sprite, une texture Atlas, voilà. Ça vous donne la base. Donc, par où commencer? Donc, je vous ai donné beaucoup de termes. J'espère que vous n'êtes pas trop mélangés. Vous inquiétez pas, vous pouvez prendre votre temps. En tant que programmeur, vous avez besoin d'apprendre un moteur de jeu. On y reviendra. En tant qu'artiste, vous avez besoin d'apprendre Photoshop ou un logiciel de modélisation 3D. Techniquement, pour moi, tout le monde qui travaille sur un jeu vidéo est un artiste. OK? Mais ça, c'est une autre notion. Sound designer, apprendre un logiciel de mixing. J'en parlerai pas pendant cette présentation-là. Parce que pour moi, voilà, on n'a pas le temps. Il faut aller plus vite. Donc, un moteur de jeu ou un game engine, il en existe plusieurs. Je vous en ai nommé 4. 4 des plus connus et 4 que j'ai... Ouais, voilà, j'y reviens. Donc, le plus grand, le plus connu, celui que vous avez probablement déjà entendu parler, c'est Unity. C'est pas pour rien que vous en avez déjà entendu parler. C'est le plus gros, c'est le plus important. C'est le plus utilisé. Si vous n'avez pas d'amis et que vous voulez vous faire des amis pendant une game jam, apprenez Unity. Parce que tout le monde a besoin d'un programmeur Unity tout le temps. C'est probablement la chose la plus utile. Donc, c'est en C#. Vous pouvez théoriquement le faire en JavaScript. Faites-le en C#. OK? Je vous dis ça tout de suite. Donc, techniquement, Unity a une espèce de Unity script, blablabla. Non, non. Faites du C#. Ça fonctionne relativement bien. Ça se débogue mieux. Tout est... Voilà. Faites du C#. Ça fonctionne aussi bien pour le 2D que pour le 3D. On va voir que c'est pas tous les game engines, tous les moteurs de jeu qui sont capables de bien gérer les deux. Théoriquement, ils sont tous capables de le faire. En pratique, voilà, Unity fait bien les deux. Donc voilà, il y a une interface graphique. C'est de la logic game object. Pensez-y vite fait quand vous allez y retourner. C'est pas pareil que que de la modélisation objet. Le game object, c'est un paradigme qui est un peu étrange au début.
faut s'y habituer, prenez votre temps, il n'y aura pas de problème. Il y a une très, très, très vaste communauté, voilà, il y a un asset store très, très fourni. Le deuxième dont vous avez sûrement entendu parler, qui est à mon sens un peu moins intéressant pour les game jams, ça va être Unreal, qui lui fonctionne en C++, il y a une espèce de code spaghetti, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble Unreal, vous voyez, voilà, merci. C'est un peu le bordel, ça fonctionne, j'ai vu des gens l'utiliser en jam, je n'ai pas vu beaucoup réussir à faire quelque chose en jam avec Unreal. Donc, il existe. Si vous voulez vraiment l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez trouver des amis, vous allez probablement en trouver. Est-ce que vous allez réussir à faire quelque chose? Je ne suis pas 100% convaincu. Par la suite, on va aller sur libgdx. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais je suis développeur Java. Hein, c'est la seule raison pourquoi cet engin de jeu-là est là. libgdx, en gros, c'est un truc qui est très, très, très bon niveau, qui vous permet de directement jouer avec toutes les composants d'un jeu vidéo. Il est libre, donc vous pouvez aller jouer directement dans le code source. Je l'ai mis là parce que je l'aime beaucoup et que si vous venez me voir, moi ça va me faire un plaisir de vous l'expliquer de long en large. Et si vous venez dans une game jam, ça va me faire plaisir de venir travailler avec vous sur libgdx, mais voilà. Ça reste que, si vous voulez faire de la 2D, allez sur Unity, même si ça me fait mal de vous le dire. Ensuite, il va y avoir Godot. Godot, je l'inclus parce que j'ai un certain amour de l'open source, parce que j'ai, voilà, certains principes qui me forcent à le mettre ici. Il n'est pas très, très utilisé. Il commence à être de plus en plus utilisé. Par exemple, la partie 3D fonctionne depuis longtemps. La partie 2D, ils l'ont correctement intégrée. Ça fait pas si longtemps. En gros, Godot, c'est un petit peu le Unity open source, même si tous les développeurs Godot veulent me tuer quand je dis ça. Okay? Parce que c'est voilà, c'est très, très subtil, c'est libre, c'est léger. C'est une espèce de langage Python, donc ça s'appelle du Godot script. Parce que voilà. Donc c'est langage Python avec quelques notions de jeux vidéo qui ont été rajoutées pour vous faciliter le travail. Il y a une espèce de petite IDE compris. Moi j'ai écrit comprise, voilà. Avec interface visuelle pour intégration. Donc de la même que Unity, vous allez pouvoir voir des images, prendre des scripts, les drag and drop. C'est une notion qui est un peu compliquée à comprendre quand on travaille sur un IDE comme Eclipse ou n'importe quoi d'autre. Parce qu'on fait juste taper du code, on démarre quelque chose, on voit quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions graphiques dans quelque chose comme Unity et comme dans Godot. Donc, prenez-vous quelques minutes, soyez ouverts d'esprit. Je sais que moi, je ne l'étais pas et du coup, ça a été très, très compliqué quand j'ai essayé de m'y mettre. Mais bon, c'est très, très différent à ce niveau-là. Et voilà, donc il est présent en Jam. J'ai vu 3 jeux, je vous dirais, en quelques années se faire sur Godot. Et le dernier que j'ai vu n'a pas réussi à démarrer lors de la présentation des jeux. Donc, bon. Ça vaut ce que ça vaut, ça a été mis là. Si vous voulez vous faire une équipe de Godot, vous êtes les bienvenus. Alors, quand peut-on se considérer comme OK? Donc, je vais vous donner un paquet d'engins de jeu. À quel moment est-ce qu'on se considère qu'on peut se présenter à une jam et qu'on n'aura aucun problème, qu'on va être confortable? Être en mesure de faire un menu et de lancer un jeu à partir d'un menu, ça a l'air tout con, mais ça vous demande de comprendre comment fonctionne votre interface et de comprendre comment est lancé votre jeu, plus que de tout simplement cliquer sur Play. C'est un peu plus subtil qu'on le croit. Être en mesure d'intégrer une image et un sprite 2D, par stripe ici, je veux dire une animation. Hein. Donc d'être en mesure de mettre une animation, de la déplacer un peu dans l'écran, c'est simple, mais en même temps, ça ne l'est pas tant que ça. Donc au moins être capable d'intégrer un sprite, être en mesure d'intégrer un personnage et jouer avec ses animations, vous n'avez pas besoin de le faire au complet. Trouvez-en un sur Internet, sur Unity. Comme je vous disais, il y a le Unity Store qui va être rempli d'assets sur lesquels vous pourrez tester. Rentrez-en une, faites-la se déplacer, évitez qu'elle se casse la gueule par terre. Okay? Je ne n'irai pas plus loin là-dessus. Être en mesure d'ajouter une musique de fond, juste pour comprendre que, voilà, vous pouvez mettre de la musique, comment fonctionne la musique, et avec ces quelques points-là, vous devriez être correct. Et ensuite, il y a aussi le plus important, que tout le monde oublie constamment, être en mesure d'exporter son jeu en format .x. Je ne vous raconte pas le nombre de fois que, quand on a essayé de présenter des jeux, je suis rentré dans le fichier qu'on m'avait donné et je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'avais aucun fichier .x, je n'avais absolument rien, j'avais un paquet d'extensions que je ne connaissais pas. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est une étape très très importante qu'une fois que vous avez terminé de faire votre jeu, exportez-le en exécutable et lancez-le au moins une fois. Et je vais m'arrêter là parce que voilà, vous allez le découvrir par vous-même. J'ai pas le temps de vous expliquer tous les problèmes que vous allez rencontrer, mais c'est pas aussi simple de se dire je le prends de mon engin de jeu et je le mets en exécutable.
ça prend quand même un petit peu de travail, quelques étapes. Donc, quoi faire en bonus pour vous donner des petites idées? Pouvoir mettre le jeu sur pause. Vous allez comprendre quand vous allez essayer. Pouvoir revenir en arrière et relancer une partie. Encore une fois, vous allez finir par comprendre si vous l'essayez. Pouvoir rajouter du bruitage sur l'interface et un personnage sur l'interface et un personnage, il manque un « et ». C'est plus compliqué de rajouter plusieurs petits sons parce que parfois les sons vont causer des collisions, parfois il y a un son qui va rester en arrière, parfois il y a ci, parfois il y a ça. Essayez de rajouter plus que juste une musique de background, c'est un peu compliqué. Pouvoir faire une UI complexe, ajouter du texte qui apparaît et disparaît, une barre de vie, etc. Pour vous donner une idée, la Game Jam que j'ai fait ce week-end, j'ai échoué sur ce point-là. J'ai essayé de faire un joli petit texte qui devait apparaître pour expliquer comment le jeu fonctionnait. Ce joli petit texte n'est jamais apparu. Il a donc fallu que je passe sur autre chose. Et du coup, tous les gens qui ont pris mon jeu ne comprenaient pas ce qui se passait dessus. Donc bon, c'est quand même une partie très très importante, surtout que c'était un point and click qui était supposé avoir des indices, et du coup, il n'y avait plus d'indices. Donc, ce fut légèrement problématique pour les testeurs. Mais donc voilà, c'est un truc qui peut sembler simple. Essayez de le faire. Essayez de le faire au moins une fois avant, juste pour vous donner une idée. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Ok, je vous donne tous ces points-là. L'idée, c'est juste de vous pratiquer un petit peu pour que vous ayez au moins une vague idée de ce que vous devrez faire pendant le 48 heures. Parce que je me souviens d'un ami et collègue qui s'est dit qu'il n'aurait aucun problème à apprendre un nouvel engin de jeu et à venir participer avec moi pendant une Game Jam. Et il est pas bête du tout. Du coup, ça ne lui a pris que 30 heures pour apprendre comment fonctionnait l'engin de jeu. Le problème, c'est qu'entre le sommeil et la manger, tout ça, il lui a resté 5 heures de productivité pendant la Game Jam. Donc bon, en 48 heures, un jeu, c'est possible. En 5, c'est beaucoup plus compliqué. Okay? Donc, préparez-vous un minimum. Regardez les points qui sont là. Les slides seront disponibles sur mon GitHub. Je vous donne l'adresse plus tard. Mais pratiquez-vous un minimum. Pas besoin d'être un pro, juste comprendre comment ça fonctionne. Pour vous aider, justement, à comprendre comment ça fonctionne, il y a un joli petit site web qui s'appelle Game from Scratch qui vous explique sommairement ce que je viens de vous donner là. Donc, ils prennent un engin de jeu, ils vous disent « OK, voici comment tu démarres le truc, voici comment tu l'installes, voici la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. » Et vous pouvez suivre ce petit tutoriel-là. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, vous devriez être en mesure de faire quelque chose d'assez joli. Ensuite, je vais passer très très vite, mais je vais vous expliquer aussi un peu les engins 3D, des moteurs 3D, pas les moteurs 3D, les éditeurs 3D, excusez-moi. Il existe Blender, qui est open source, gratuit et aussi utilisé par personne. Quand j'ai demandé à mes artistes qui c'est qui utilisait Blender, on m'a répondu les blaireaux. Donc, je vous le donne quand même parce qu'il est gratuit, parce qu'il fonctionne relativement bien. Mais si vous avez un site de torrent ou quoi que ce soit, pour que je vienne de dire ce que je viens de dire, allez chercher 3ds Max, qui est un peu plus complexe, qui a quand même beaucoup de tutoriels. Je sais que la plupart d'entre vous ne sont plus des étudiants, donc vous n'avez plus la licence étudiante, et voilà, ça coûte une fortune, 3ds Max. Donc si vous voulez réellement faire de la 3D sérieusement, parce que voilà, c'est un hobby que vous voulez prendre, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, allez chercher 3ds Max. Il existe aussi Maya. De ce que j'ai compris, Maya est mieux adapté pour les films d'animation. Donc ça fonctionne aussi. Vous pouvez également faire du jeu vidéo avec Maya. Je vous conseille 3ds Max. Donc juste pour vous donner aussi quelques idées de quand est-ce qu'on peut se considérer OK en tant qu'artiste, comprendre comment diviser son dessin en layout. C'est absolument bête ce que je viens de dire, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui connectent leurs couches beaucoup trop tôt. Ce qui fait que quand on leur dit « Ah oui, mais il y a un élément de trop ici, est-ce que tu peux l'enlever? » Ils disent « Non, il faudrait que je modifie tout mon dessin. » Donc bon, ça, il faut le savoir. Faire sa première animation, ici je parle du 2D, ça n'a pas besoin d'être une animation de personnage. C'est juste que je me souviens d'un enfant de 14 ans qui était venu faire une game jam avec nous autres. C'est quand même admirable, hein, à 14 ans, de décider de passer 48 heures pour essayer de faire un jeu vidéo, ça reste complexe. Mais quand je lui ai dit « Ok, fais-moi une animation très très simple d'une plante qui brille », ils m'ont regardé, ils ne savaient pas comment faire. Donc, il a fallu qu'un des artistes s'assoie avec lui pour lui expliquer, tu prends une image, tu prends une autre image, tu prends une autre image, tu prends une autre image, tu les mets ensemble, et voilà, ça fait une animation. C'est super simple, mais il faut le savoir, il faut l'avoir essayé au moins une fois pour comprendre que oui, c'est super simple, c'est pas si simple que ça. Je sais que je tourne en rond, mais voilà, il faut l'avoir essayé pour comprendre ce que je dis, là. Être en mesure d'exporter son modèle 3D et de le faire importer par un ami dans un moteur de jeu.
Ce qui est très, très, très important de comprendre, c'est que ce que vous voyez dans votre éditeur 3D, ce n'est pas ce que vous allez avoir dans votre jeu vidéo. Et parfois, il y a des petites subtilités, comme par exemple des murs qui étaient supposés être comme ça, qui sont rendus comme ça, parce qu'il y avait un truc ici, mais quand ils se sont importés, ben, leur position n'était pas exacte, donc ils se sont inversés. Ou par exemple, votre modèle, ben, vous l'avez construit en centimètres, mais le jeu est calculé en mètres. Du coup, quand vous faites grossir le truc, ben, vous voyez des pixels de partout, tout est moche, et puis voilà, ça fonctionne pas. Donc, essayez de le faire importer au moins une fois, avant de dire que vous savez faire des modèles 3D. Quoi faire en bonus? Donc ça, on va y aller vite fait. Comprendre comment unwrap sa texture 3D et créer la texture pour son modèle. Si vous êtes graphiste, vous comprenez peut-être ce que j'ai dit, sinon c'est pas plus grave, on va passer à autre chose. Être en mesure de faire des dessins en style réaliste, semi-réaliste et cartoony. Vous ne travaillerez probablement pas tout seul pendant une jam. Ce qui veut dire que si quelqu'un est super fort pour faire du réaliste et que quelqu'un est super fort pour faire du cartoon, ça peut donner quelque chose de vraiment cool, mais dans les faits, les probabilités sont que ça va être complètement moche et que personne ne va comprendre ce qui se passe. Donc, faites attention, essayez d'avoir un minimum de range, de flexibilité sur ce que vous êtes capable de créer. Et être en mesure d'ajuster sa vitesse pour une qualité voulue. Je me souviens d'une artiste qui nous a produit une asset en 48 heures. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie, sauf que j'avais un dessin. Donc voilà, éventuellement, il faut savoir apprendre à diminuer la qualité pour augmenter la quantité. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite tout le temps en Game Jam. C'est très utile. Donc, je viens de vous expliquer un peu comment vous préparer. Là, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe au jour J. Qu'est-ce qui se passe le soir de la jam? Donc, le déroulement. Le pitch. On vous donne le thème. Il va être normalement approximativement 19h, 20h. Il commence à être le soir. Vous devez savoir ce que vous voulez faire. OK? Donc, ça va prendre entre 30 minutes et 4 heures, tout dépendamment de la vitesse à laquelle vous voulez faire ça. Ça peut parfaitement être commencé autour d'une bouffe. OK? Donc, si effectivement il est 20 heures, que vous voulez vous installer autour d'un sandwich, autour de quoi que ce soit, vous vous installez, vous commencez à manger, vous donnez des idées, vous vous mettez à rire parce que vous racontez des conneries. OK? Par expérience, c'est toujours ça qui se passe. Et après, vous vous installez devant un tableau et vous dessinez. Pensez à impliquer tout le monde. J'ai vu beaucoup d'équipes où il y avait 2 personnes qui parlaient, une 3e qui écoutait, une 4e qui écoutait, puis une 5e qui se faisait chier, pour rester poli. Essayez d'impliquer tout le monde. Donc, mettez quelqu'un pour demander une question. Est-ce que toi, tu es correct avec ça? Toi, qu'est-ce que tu penses? Les gens donneront pas tous des bonnes idées, mais laissez-les au moins donner des idées. Hein? C'est une jam, donc le but, c'est quand même de discuter un minimum. Et tout ne sera pas réalisé, et ce n'est pas grave. C'est très, très, très important de comprendre que je n'ai jamais vu un pitch se réaliser au complet. Mais absolument jamais aucun. À toutes les fois, on se dit, ce sera pas très, très compliqué. Et la réalité frappe. Donc, voilà. Ce n'est pas plus grave que ça. La pré-prod. La pré-prod, en gros, c'est savoir comment on va le faire. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez prendre à peu près 6 à 10 heures, tout dépendamment de la vitesse. C'est le temps de tester vos librairies de jeux, donc de voir si vous vouliez faire un jeu principalement axé sur la gravité, ben, essayez de voir si vous êtes capable de jouer un minimum avec la gravité. Si vous vouliez dessiner un tigre, commencez à dessiner un tigre, voir si vous êtes capable de le faire. Si vous vous rendez compte que voilà, pour une raison X, Y, Z, vous ne savez pas faire de tigre, ben voilà, ne faites pas Tigre Simulator, voilà. OK? C'est à ce moment-là que vous pouvez changer d'idée. OK? Donc, si vous êtes mal à l'aise avec un concept, si vous dites, écoutez, moi, je me rends compte qu'un MMORPG, je peux pas le faire en 48 heures. Je croyais que c'était simple, que j'envoyais des paquets à gauche et à droite, puis que ça serait fait tout seul. Vous avez le droit de changer d'idée à ce moment-là. OK? Donc, rappelez-vous, pendant les 10 premières heures, on va dire, que vous avez encore le droit de changer d'idée. Il vous reste encore assez de temps pour repenser quelque chose, mais c'est le dernier moment que vous pouvez le faire. OK? Parce qu'après, on arrive en prod, en production. Commencez à le faire. Donc, normalement, vous avez déjà commencé à tester l'eau, à faire 2-3 trucs. C'est là que le travail se fait réellement. Entre 12 et 24 heures, vous travaillez. OK. La fête commence. Donc, voilà, travaillez. Pensez à aller dormir. J'ai beaucoup de gens qui se disent, je vais continuer de travailler, jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement et qu'ils se mettent à prendre 5 heures pour faire quelque chose qu'ils auraient pu faire en 10 minutes. Donc, normalement, pendant la production, essayez au moins d'aller dormir une fois. Je sais que 48 heures, ça passe vite. 6 heures de sommeil, ça vous empêchera pas de travailler. OK? Allez dormir.
Je vais le réitérer plus tard, mais allez dormir, ok? Il est trop tard pour aller changer d'idée. Même si le bateau coule, coulez avec lui, ok? Donc, si pendant la pré-production, vous n'avez pas réussi à déceler tous les problèmes que vous pourriez avoir, c'est trop tard. Donc, essayez de faire tout ce que vous pouvez avec ce que vous avez, parce qu'il est trop tard. Vous coulez avec le bateau, tout simplement. L'intégration. Ça, c'est une partie qui peut exister ou non. Donc, c'est le moment où est-ce que vous assemblez ce qui a été fait. Si, par exemple, vous aviez prévu de faire 4 niveaux, et que chaque niveau avait un fond, avait une zone en avant et avait un personnage bien défini. Normalement, vous en avez créé un. Il reste juste à prendre ce que vos artistes ont créé et le refaire 4 fois. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Ça dépend du type de jeu. Donc, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas toujours un segment qui est défini. Parfois, l'intégration, vous allez le faire tout le long de votre production. Donc, bon, la production va durer un peu plus longtemps. Il n'y aura pas de phase d'intégration. Mais la plupart du temps, vous allez avoir une phase parce que vous allez essayer de mettre un maximum de choses et vous rendre compte que vous n'êtes pas capable de tout mettre. Donc, entre 6 et 12 heures, normalement, le squelette de l'application est fini. Donc, quand vous commencez à rentrer un maximum de choses, c'est plus le temps de rajouter une super fonctionnalité révolutionnaire qui change votre jeu. Non, 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 non. Vous avez la viande, vous la mettez sur un squelette, vous ne changez pas le squelette. Parce que normalement, voilà, c'est fini. Et finalement, la panique. je veux dire l'exportation / test. C'est une partie qui est beaucoup, beaucoup trop souvent oubliée. Finir ce qu'on a fait, c'est très, 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 très important. Vous avez entre 2 et 6 heures. Donnez-vous entre 2 et 6 heures pour terminer ce que vous avez fait. Par pitié, tentez de construire votre exécutable au plus vite. Je dis exécutable, si vous faites ça par web, allez-y pour votre HTML, allez-y pour quoi que ce soit. Essayez, au moins, dans les 2 dernières heures, d'avoir quelque chose que vous pouvez donner à quelqu'un qui double-clique et que ça fonctionne. Donc, faites-le tester. Testez-le sur un autre ordinateur. Parce que je me souviens parfaitement de même mercredi dernier, on présentait des jeux. Quelqu'un avait fait justement quelque chose sur de l'HTML. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas sur Chrome. Et qu'il n'était écrit absolument nulle part qu'il fallait le démarrer sur Mozilla Firefox. Et du coup, si quelqu'un ne s'était pas réveillé pour dire « il faut changer de navigateur », ben son jeu ne fonctionnait pas pendant toute la soirée. Ce qui est quand même un peu dommage. Donc voilà, les conseils de Simon, ok, pour passer un bon moment avec tout ce que je vous dis. Je le répète, acceptez de dormir, chacun à son rythme. Il y a des gens ici qui sont papas, qui sont mamans. Il y a des gens ici qui ont 40 ans, que quoi que ce soit. Je ne m'attends pas à ce que vous dormiez 2 heures sur 48 heures, ok? C'est absolument impossible. Et c'est normal. C'est pas comme ça que vous serez productif, ok? Acceptez de dormir, calculez un certain nombre d'heures de travail, et quand vous vous rendez compte que vous faites des erreurs complètement débiles que vous auriez dû éviter constamment, allez dormir. Que ce soit une sieste, que ce soit pendant 8 heures avec un cadran, ok? Allez dormir. Faites un point avec votre équipe à toutes les 12 heures au moins. Par expérience, il arrive que vous expliquiez quelque chose à quelqu'un 1 fois, 2 fois, 3 fois, que vous vous dites, cette personne-là a tout compris ce que j'ai dit, vous partez dans votre coin, vous allez faire votre code, vous préparez tout ça, vous retournez la voir et vous vous rendez compte que ce qu'elle a fait n'était pas du tout ce que vous aviez besoin. Ok, mais pas du tout, du tout, du tout, à un tel point que cette personne-là vient de travailler pour 12 heures pour rien, au final. Donc, j'ai mis 12 heures, parce que bon, le harcèlement, c'est pas très très bien. Donc, si vous êtes en arrière de la personne à toutes les heures, ce n'est pas une bonne idée aussi. Discutez avec votre équipe. Faites un point 1 fois de temps en temps. Un daily meeting sur 48 heures, c'est un peu compliqué, hein? Donc, faites un 6 heures meeting, je ne sais pas comment le dire. Allez voir votre équipe. Rassemblez-vous pour dire où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que tout se passe bien. Ne sous-estimez pas l'importance de tutoriel et de l'information claire. Comme je vous ai dit, le jeu que j'ai fait, il fonctionne parfaitement. Personne ne sait comment il marche. Quand vous faites quelque chose, vous assumez que tout le monde comprend ce qui se passe en arrière parce que vous comprenez ce qui se passe en arrière. Ce n'est pas le cas. Ok, votre vision artistique magnifique, ça ne fonctionne pas. Ok, donc faites sûr d'au moins essayer de faire tester le jeu si vous avez ce luxe-là d'avoir des amis pendant votre game jam pour que quelqu'un d'autre puisse vous donner la vision et vous dire non, je comprends rien.
Rajouter un tutoriel, rajouter du texte, ça va vous prendre, oui, du temps. Au final, c'est important. Laissez-vous au moins 2 heures pour faire votre build. Et quand je dis 2 heures, c'est si vous en avez déjà fait un et que vous êtes sûr et certain que vous êtes un pro et que vous allez le faire en 5 minutes. Parce qu'encore une fois, le week-end dernier, j'avais changé 2-3 versions de Gradle, j'avais changé 2-3 trucs. Quand j'ai voulu faire mon build, eh ben ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait absolument pas. En fait, le jeu se lançait et fonctionnait jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment où il plantait systématiquement parce que les références n'étaient pas les bonnes, parce que quand je l'ai construit, je l'ai peut-être pas bien construit, ok? Et j'ai un minimum de connaissances dans le truc. Comme je dis, c'est vraiment stupide de perdre 46 heures de travail pour gagner 2 heures de code. OK? Donc, c'est pas... Vous pensez que vous êtes capable de le produire en 5 minutes, vous n'êtes pas capable de le produire en 5 minutes. OK? Donnez-vous au moins 6 heures. Comme je vous disais pour la fin, la première fois au moins, pour avoir un jeu qui fonctionne, c'est pas grave s'il y a pas toutes les fonctionnalités. Acceptez de couper dans le gras. Je l'ai dit, je le répète, le pitch, c'est plein de bonnes idées qui ne seront pas tous réalisées. Donc, essayez d'avoir beaucoup de bonnes idées pour qu'il y en ait au moins quelques-unes qui rentrent dans le jeu, OK? Mais vous ne terminerez pas tout. Acceptez-le. Faites quelque chose qui fonctionne et vous allez au moins être content. Donc voilà, ça résume un peu ce que j'avais expliqué sur comment ça fonctionne une Game Jam, comment se préparer pour une Game Jam. Maintenant, vous expliquer quand participer. La Jamming Factory, c'est quelque part en mai. Voilà, on va passer à la suite. La Global Game Jam, qui est au final la plus grosse jam du monde, hein, c'est la Global, se déroule en fin janvier. Le lieu est déjà enregistré. Nous, on a déjà fait tout ça. Donc, ça va être à l'Épithèque de Bordeaux, le 31 janvier jusqu'au 2 février. Le thème, je ne le connais pas plus que vous. OK? Pour les contacts, si vous voulez rester à jour sur ces informations-là, ajoutez sur Facebook Flat226. C'est là où est-ce qu'on poste normalement pour des formations de jeux vidéo, pour les Game Jam, pour ces informations-là. Normalement, on flotte pas trop, vous inquiétez pas trop. Et Jamming Assembly, comme je vous dis, actuellement, on essaie de faire un événement international. Il y avait 230 personnes, ça a relativement bien fonctionné. C'est là que vous allez pouvoir voir pour les plus gros événements. Si j'étais vous, la prochaine globale va être très très relax parce que tous les organisateurs sont brûlés à cause de la Jamming Assembly. On fera rien de trop compliqué. C'est dans 2 mois. Vous avez parfaitement le temps de prendre une semaine, un jour par semaine pour vous préparer, pour voir comment fonctionne un engin de jeu, pour voir comment vous allez faire l'intégration, pour commencer à voir autour de vous s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc voilà, je vous propose la globale. Et moi sur GitHub, ça va être JavaCon Studio. Je vais poster les slides dès que j'aurai 5 minutes, ou 1 heure ou 2 jours. Donc voilà, toutes les slides seront disponibles sur JavaCon Studio. Je vais terminer en disant que je me doute qu'il y a des gens pour qui ce sera impossible de venir. Je vous demande quand même un week-end, un jour de congé, de travailler comme des fous. Sachez que vous me brisez le cœur. Ok, moi je fais une présentation, je prends mon temps pour préparer un truc. Non, je rigole. En vrai, c'est pas un problème. Je comprends parfaitement qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables de venir à toutes les Game Jams, qui sont pas capables de venir à aucune des Game Jams. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont une vie. Hein. Donc ça rend le truc extrêmement complexe. Sachez que si c'est quand même un sujet qui vous intéresse, que c'est quand même quelque chose qui vous motive, que vous voudriez voir, on a toujours des après-Game Jam pour toutes les Game Jams qu'on a organisées, qui se déroulent normalement 3 jours après la Jam, soit le mercredi après la Jam. Donc la prochaine, ce sera le 5 février. C'est toujours dans un endroit très très convivial. La plupart du temps, on le faisait au random parce qu'il y avait des PC. Le random n'a plus de PC pour tester les jeux, donc bon, ça reste encore à négocier, ça va encore se faire là. On présente les jeux, vous faites un vote du public, donc vous avez vraiment l'occasion de voir ce que les gens ont imaginé. La plupart du temps, ils ont des magnifiques histoires à raconter sur tous les bugs qu'il y a dans leur jeu. C'est très très intéressant. Il y a une remise des prix, c'est toujours très très agréable. Et il y a une tombola, parce qu'on a toujours beaucoup trop de partenaires et de prix à faire gagner. Donc si vous voulez des goodies Ubisoft ou quoi que ce soit, vous pouvez venir. On fait toujours des magnifiques tombolas et on est toujours heureux de vous voir. Donc voilà. Je vous dirai merci et à bientôt. Et puis voilà. C'est combien de temps, hein? 13 minutes? Excellent. Si vous avez des questions, je les prendrai.
Sinon, j'ai peut-être 2-3 jeux de jam à vous montrer pour vous montrer un peu le délire que ça peut donner. Oui? Alors, pour former des équipes, c'est une question qui m'est posée à chaque année. C'est un défi qu'on essaye de relever à chaque année. On s'y approche beaucoup. Il y a un site web qui a été construit pour la Jamming Assembly qui commence à avoir des fonctionnalités pour créer des équipes. Il y a aussi un Discord qui existe, qu'on essaie d'utiliser de plus en plus pour inviter les gens à venir discuter, à voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à travailler sur le même moteur de jeu que eux. Donc voilà, je t'inviterai à rejoindre le Discord. Si tu veux, tu viens me voir, je te donnerai les adresses, il n'y a pas de problème. Et normalement, théoriquement, pour la prochaine édition, on va avoir une belle petite interface, mais je ne promets absolument rien, c'est pas moi qui m'occupe du code. Merci. Pas de problème. Oui, oui, donc du coup la question c'est est-ce qu'il y a une façon de s'organiser pour trouver une équipe? Un peu tard, mais oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Un peu plus haut. Déjà, merci. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une composition type pour les équipes? Absolument pas. Bon, après, je dis ça. C'est très, très important de trouver un équilibre, entre parenthèses. La dernière jam, on était 3 graphistes et un programmeur qui manquait de sommeil. Et donc, ça a été un peu compliqué de reprendre toutes les assets qu'eux ils avaient créés et de les rentrer dans le jeu. Après, j'ai une autre équipe qui est exactement dans la même situation, qui n'a pas eu ce problème-là parce qu'ils ont décidé d'aller sur un modèle de jeu qui est un peu plus simple. Donc voilà. L'important, c'est de savoir c'est quoi la composition de l'équipe et de faire un jeu qui correspond au truc. Si vous voulez faire un point and click avec des images partout puis que vous êtes 4 programmeurs, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Si vous voulez faire un jeu de cartes et que vous n'avez aucun programmeur, je vous le dis tout de suite, ça fonctionnera pas. Donc il n'y a pas de groupe type. C'est juste qu'il faut prendre l'équipe qu'on a, se rendre compte de ses forces et de ses faiblesses pendant le pitch, pendant la pré-prod, et réaliser ce qu'on peut faire. Donc, j'ai déjà vu des équipes de 4 programmeurs qui ont fonctionné, des équipes de 3 graphistes qui je sais pas comment ils ont fait, mais voilà, ils ont fait quelque chose de très joli et de pas nécessairement très jouable, mais de très joli. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Yes. Merci pour la réponse déjà. Est-ce que tu as des exemples de thèmes de Game Jam Alors, il y en a beaucoup et ça dépend beaucoup de la jam. La dernière, par exemple. Ouais, donc là, par exemple, la globale l'année dernière, c'est What Homes Mean to You. Donc, pour toi, c'est quoi la maison? La dernière Game Jam qu'on avait faite, on avait le thème spacieux. Donc, c'est très, très large. C'est très, très... voilà, tu t'inspires comme tu veux. Je sais que nous, à Flat 226, ce qu'on aime faire, c'est qu'on aime mettre plusieurs thèmes. Donc, je te dis, on avait spacieux, on avait aussi reflet d'acide qui était là, que je ne connais pas personnellement, mais que voilà, j'ai vu des yeux briller dans la salle. Donc, on avait l'équipe de reflet d'acide qui était là pour faire du voice acting et faire un jeu autour de cette compagnie-là. Ils sont un peu comme le donjon de Nalbuck, pour ceux qui les connaissent pas. Donc, voilà. Ça va varier beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a déjà eu légumes aussi. Parce que je pourrais te raconter toute l'excuse de pourquoi est-ce qu'il y a eu légumes comme thème pendant une jam, mais voilà, ça varie énormément. Tu prépares-toi à tout parce que voilà, tout peut t'arriver. Ouais. Est-ce que, enfin, je sais que dans Unreal, il est possible de coder une grosse partie de la logique avec un espèce d'éditeur avec des modèles en boîte, etc. Ouais. Est-ce qu'il est possible de faire vraiment... Est-ce que tu as déjà vu un jeu fait entièrement uniquement avec ce type d'éditeur, sans aucun code en ligne de commande? Alors, je ne l'ai jamais vu. Théoriquement, c'est tout à fait possible. Unity, techniquement, tu peux aller sur le Asset Store, aller chercher des blocs à gauche et à droite et créer un monstre et le mettre sur Steam, d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de monstruosités sur Steam. Si vous demandez d'où ça vient, c'est des gens qui sont allés sur Unity, qui ont fait un jeu qui est même pas de qualité de Game Jam, j'ai envie de te dire. Donc, théoriquement, oui. En pratique, j'aurais plus de mal à dire sur Unreal parce que, comme je te dis, j'ai vu des gens essayer de créer des jeux sur Unreal. Je me souviens aussi d'une équipe qui est venue me voir, justement, avec un jeu sur Unreal, qui m'a dit « Est-ce que tu peux installer Unreal sur l'ordinateur parce que j'ai pas réussi à l'exporter? » Et j'ai dit « Non, je peux pas. J'ai 25 personnes qui ont besoin de présenter leur jeu. Je peux pas arrêter cet ordinateur-là tout de suite. » Et qui ensuite ont essayé de me produire un exportable qui était de 10G pour t'expliquer que l'ensemble des jeux de la Jam cette année-là faisait 8G, à l'exception de celui-là. Donc, c'est peut-être un bias. Je ne recommande pas Unreal. Après, je dis ça, vous faites comme vous voulez.
je crois que c'est très très bon pour faire des gros jeux vidéo, pour faire des game jams. Voilà. C'est ce que ça répond à ta question. Ben, comme je te dis, sur Unity, voilà, je sais pas combien de temps il reste, mais j'ai une des démos de jeux préférés que jouer. Allez, bah, parfait. Normalement, j'ai le dossier qui traîne quelque part. Assembly. Jeu. 4 Simulator. OK. Donc ça, c'est presque dommage que vous n'ayez pas le son. Ça vient d'un ami qui, ma foi, je n'oserais jamais le dire devant lui, mais c'est un génie. OK? C'est absolument un génie. C'était justement pour la Global Game Jam de l'année dernière. Il a créé un jeu qui voilà, le thème c'était qu'est-ce que la maison pour toi? Et pour lui, c'est ses chats. Et ces chats sont absolument insupportables. Oh, il y a un peu de son. Donc déjà, vous pouvez voir tout le niveau parce qu'il y a un menu et vous pouvez jouer à plusieurs. Donc c'est assez impressionnant. Et ça, c'est le jeu qu'il a exporté le soir même. Hein. Donc c'est un magnifique jeu où vous êtes un chat en pixels qui se promène. Et le but, c'est de détruire la maison au maximum. Donc de faire tomber les trucs, voilà, de les faire cogner, voilà. Et bien évidemment, de pisser sur le tapis. Donc plus vous causez de problèmes dans la maison, plus vous gagnez de points. Et c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a tous les petits bruits, il se promène, il frappe les trucs. Si je me souviens bien, il était tout seul en plus pour faire ça. Donc pour vous dire que bon, lui après c'est un professeur, c'est un professionnel, il sait parfaitement ce qu'il fait, ok. Mais il y a quand même façon de créer des trucs très très jolis, très très mignons. Et tu peux même jouer à plusieurs. Donc comme je dis, et voilà, et tout est en 3D parce que bon, Unity gère beaucoup de ça. Et voilà, donc il y a un paquet de petits jeux. Et voilà, et en plus il y a la petite zone qui devient jaune quand vous pissez dessus. Franchement, c'est poétique. Moi, je trouve ça poétique. Donc c'est le genre de jeu qui peut être fait en 48 heures. Je sais que c'est dur à le croire. Je maintiens que c'est une expérience qui est assez unique. Oui, il y a une question dans le fond. Non, mais on va prendre le micro, qu'on va pouvoir écouter le magnifique son. Je sais pas si vous l'entendez tous. C'est vraiment très très bien. En vrai. Pendant les 48 heures, vous avez accès à pas d'internet, rien du tout. Si. Donc vous avez accès à internet. Les dernières Game Jam, on a aussi donné accès à des food trucks. Donc on a fait des partenariats avec des food trucks pour offrir des passes repas. Normalement, il y a une zone pour dormir. On prête aussi certaines choses. Donc c'est pas complètement à nu. Après, il va y avoir, et d'ailleurs, je voulais le mettre, je l'ai oublié, un guide du petit jammer. Donc, normalement, c'est quand même apprécié qu'on apporte son portable. Une prise jack, parce que la plupart du temps, il manque de prise électrique. Un câble réseau, parce que ça arrive que le réseau tombe, tout au moins au niveau du Wi-Fi. Si vous allez sur le site, il y a une belle liste du matériel à apporter, mais voilà. Donc, tu as quand même Internet, parce que tu as quand même besoin d'Internet. La question, c'était, ça part à blanc. Chacun n'apporte pas leur moteur, leur Non. Donc, normalement, tu arrives presque à nu. Tu as ton ordinateur et c'est tout. Enfin, tu as quelques logiciels installés dessus, mais c'est tout ce que tu as. Mais on fournit Internet. C'est bon? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Et je crois qu'on est dans les temps. Excellent. Merci beaucoup d'être venu. Et voilà.